Salut à tous, ici Xenio0 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la vidéo que je vous avais promis, dans laquelle je vous aide à bien choisir vos composants. Donc une vidéo que je vais faire en essayant de la faire la plus complète possible et vraiment de vous aider à vous orienter correctement dans le choix de vos composants. Donc avant de commencer la vidéo, ça me semblait important de faire un rappel. Un petit rappel. Oui, car il est important de monter votre PC vous-même. Tout simplement parce que vous payerez moins cher. Et que en plus, vous allez... vous savez ce que vous mettez dans votre PC et vous savez ce que vous faites. C'est-à-dire que s'il y a un problème, vous êtes susceptible de savoir un peu plus d'où ça vient, etc. Et franchement, il n'y a rien de compliqué à monter un PC, c'est juste visser, brancher, clipser. Voilà, vous avez besoin concrètement d'un tournevis et c'est tout. Pour la plupart des boîtiers maintenant sont équipés de systèmes assez pratiques qui vous permettent de monter la plupart de vos composants sans vis, notamment les disques durs, les lecteurs DVD, etc. Donc franchement, voilà, c'est super facile désormais. Autrefois c'était peut-être un petit peu plus compliqué, mais maintenant ça va encore. Bon, pourquoi je dis encore? Parce que après, si vous voulez vous lancer dans un water cooling custom ou ce genre de choses, là ça peut commencer à devenir compliqué. Mais dans la plupart des cas, on ne fait pas de water cooling custom, donc le problème ne se posera pas. Donc on va passer au premier composant dont il est question ici. Donc je vais vous parler du processeur. Donc le processeur, c'est le cerveau du PC. C'est lui qui fera toutes les opérations de calcul, etc. Donc pour le processeur et comme pour tous les autres composants, vous devez vous renseigner avant d'acheter votre processeur. Qu'est-ce que j'entends par vous renseigner? Eh bien tout simplement regarder les benchmarks, c'est-à-dire les performances de votre processeur comparé aux autres. Et regardez si les processeurs qui sont plus performants que le vôtre, est-ce que ils sont pas moins chers? Et au bout d'un moment, vous arriverez à un moment où les processeurs qui sont au-dessus seront forcément plus chers. À partir de ce moment-là, vous serez arrivé au meilleur rapport performance-prix. Alors faites attention parce que le meilleur rapport performance-prix, c'est sympa, mais ça veut pas dire que c'est le meilleur rapport qualité-prix. Parce que la performance, oui, mais si le processeur grille ou il y a une très faible durée de vie, bon, c'est pas terrible. Bon, dans un processeur, en général, la durée de vie, ça n'intervient pas, mais faites attention à ça. Donc renseignez-vous et surtout regardez sur les forums hardware ce qu'on pense de votre processeur. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes? Si oui, quels sont ces problèmes? C'est très important. Vous devez faire ça pour savoir, parce que s'il y a eu vraiment beaucoup de problèmes sur le processeur que vous voulez acheter, eh bien peut-être que votre choix devra s'orienter vers un autre processeur, tout simplement. Donc c'est très important de vous renseigner sur les composants, c'est même primordial, c'est ce que vous devez faire. Deuxièmement, vous devez regarder le socket. Le socket, c'est une sorte de norme sous laquelle fonctionne votre processeur. Pour les Intel, en ce moment, c'est surtout de l'Intel 1150. Donc c'est pas les mêmes sockets selon AMD, Intel, et c'est pas les mêmes sockets entre les différents processeurs Intel et entre les différents processeurs AMD. Vous devez le regarder et vous le notez dans un coin car il nous servira plus tard. Vous devez également regarder la consommation de votre processeur dans le but de choisir une alimentation plus tard. Donc notez bien le socket et la consommation, c'est ce qui est important. Également sur le processeur, c'est quand même important de prendre un bon processeur et disons que ça sert à rien, c'est une petite note, de prendre un Intel Core i7 si vous voulez faire uniquement du gaming. Parce que vous allez gagner maximum 1, 2, bon allez, maximum 5 FPS entre le i5 et le i7. Tout simplement parce que le i7, qu'est-ce qu'il a en plus? Il a un truc qui s'appelle l'hyper-threading et qui sert en fait au multitâche et au montage vidéo.
Donc voilà, si vous faites un processeur, d'accord. Si vous faites un PC gamer avec faible budget, ou même à budget normal, je veux dire, même à budget moyen, prenez plutôt un i5 plutôt qu'un i7. Tout simplement, vous gagnerez de l'argent. Et voilà, ça servira à rien de prendre un i7 pour le coup. Si vous faites pas vraiment beaucoup de montage, bon, vous verrez pas, ça vous servira à rien de prendre un i7, voilà. En revanche, oubliez tout de suite l'i3. Parce que l'i3 c'est fait pour la bureautique. Et le multimédia c'est absolument pas fait pour le gaming. Donc, i5, voilà. Le gaming c'est l'i5. Alors, renseignez-vous bien aussi sur les news. Tout simplement parce que il se peut que... Peut-être que au niveau des benchmarks actuels, votre processeur a le meilleur rapport performance-prix. Mais regardez les news parce que peut-être que bientôt, de nouveaux processeurs sortiront. Et ils se trouveront moins chers et plus puissants que le vôtre. Alors si les nouveaux processeurs sortent dans seulement 1 ou 2 mois, bah attendez les nouveaux processeurs, n'achetez pas, attendez un peu avant de faire votre config, quoi. N'achetez pas celui-ci, enfin celui-ci. N'achetez pas votre processeur tout de suite, quoi. Petit point également sur les processeurs Intel. Vous avez une lettre en fait à la fin du nom du processeur, et lorsque cette lettre est marquée d'un K, ça veut dire que votre processeur est overclockable. Et l'overclocking c'est quoi? En fait c'est pousser le processeur au-delà de sa puissance initiale, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait vous augmentez la fréquence, vous pouvez aussi augmenter la tension, et ça a pour effet de booster vos performances. Alors attention, faut faire attention avec l'overclocking, faut faire attention avec l'overclocking, tout simplement parce que si vous augmentez trop, vous avez un risque de surchauffe. Alors contrairement à avant où on pouvait griller nos processeurs, nos cartes mères, aujourd'hui c'est bien fait parce que lorsque le processeur devient trop chaud, il passe en mode sécurité, c'est-à-dire qu'en fait il se coupe tout simplement pour éviter de surchauffer et de griller. Donc en gros votre ordinateur s'éteint. Donc aujourd'hui il n'y a plus vraiment de risque, enfin si il y a toujours des risques, mais il y a beaucoup moins de risques qu'avant à overclocker un processeur. Sachez que si vous ne comptez pas overclocker votre processeur, ça ne sert à rien d'acheter un processeur avec le K à la fin, tout simplement parce qu'ils sont en moyenne 20 € plus chers. Et du coup, vous payerez 20 € pour rien. Donc voilà, on peut ensuite passer au second composant. Donc, je vais maintenant vous parler de la carte mère. La carte mère, c'est celle qui fait le lien entre tous les composants de votre PC. Elle est importante, mais je dirais que c'est un composant qui n'est pas trop cher. Comparativement au processeur et aux cartes graphiques, c'est un composant qui est pas trop cher. Ça va. Vous pouvez trouver une bonne carte mère entre 90 et 130 € très très bien. Alors renseignez-vous sur la carte mère, donc comme d'habitude, allez voir les forums. Les benchmarks de carte mère, pour le coup, ça ne vaut pas trop le coup d'aller les voir, tout simplement parce que les différences entre les différentes cartes mères, ce sont vraiment des différences infimes. Donc pour le coup, ça ne sert à rien. Renseignez-vous juste pour savoir si la carte mère est fiable ou pas. Renseignez-vous bien également si vous comptez faire de l'overclocking, si votre carte mère supporte bien l'overclocking. Car certaines cartes mères supportent très mal l'overclocking. En revanche, d'autres sont conçues spécialement pour ça, notamment chez Gigabit, etc. Donc au niveau des marques de cartes mères, concrètement, les meilleures cartes mères, ce sont les Asus. Là-dessus, il n'y a pas à discuter. Ensuite, vous pouvez prendre du ASRock, du MSI ou du Gigabit, c'est très très bien aussi. Voilà. Après, il y a d'autres marques qui sont bien aussi, mais on va pas tous les citer. Donc voilà, Asus c'est le meilleur, c'est aussi le plus cher malheureusement. Donc si vous prenez chez MSI, Gigabit, ça sera bien, chez ASRock aussi. Voilà, donc. Deuxièmement, faites attention aux spécifications de la carte mère. Qu'est-ce que j'attends par les spécifications? Eh bien, c'est le socket de la carte mère. Le socket de votre carte mère doit correspondre au socket de votre processeur. Ça doit être compatible si vous voulez. C'est pour ça que je vous avais demandé de noter le socket du processeur. Ça doit être compatible. Et regardez également sur la carte mère la fréquence maximum supportée de la RAM. C'est très important parce que si vous mettez une RAM
qui est cadencé à 2000 MHz et que votre carte mère ne supporte que 1600, votre RAM ne passera pas. Donc notez bien le nombre de MHz maximum acceptable par la carte mère, et également il faut que vous notiez aussi le nombre de gigaoctets maximum de RAM supporté et le nombre de gigaoctets maximum supporté par slot. C'est important aussi. Ensuite, assurez-vous d'avoir assez de ports pour tout ce que vous voulez faire. Bon, dans ça, à la limite, c'est pas très important, mais je pense surtout au port PCI Express, c'est-à-dire là où vous branchez vos cartes graphiques, vos cartes d'extension, etc. Si vous comptez faire du tri SLI ou du quadri SLI ou du tri Crossfire, du quadri Crossfire, assurez-vous d'avoir assez de slots d'extension et assurez-vous que la carte mère est compatible. Aussi, c'est important. Donc voilà, regardez également la consommation. Voilà, notez bien toutes les consommations de tous les composants de toute façon à chaque fois. On passe ensuite à un élément très important également, donc la carte graphique. C'est un élément très important puisque c'est elle qui va générer votre image. Donc, la carte graphique, renseignez-vous sur la carte graphique. C'est-à-dire que avant de choisir votre carte graphique, tout simplement allez voir si des gens n'ont pas eu de problème, par exemple, notamment de surchauffe avec la carte graphique. Est-ce qu'elle a besoin d'un traitement particulier, par exemple d'une aération optimale, etc. Enfin, ce genre de choses. Renseignez-vous également sur les benchmarks, parce que là ça vaut vraiment le coup de comparer les benchmarks. Et alors faites attention, ce qu'il y a de particulier avec les cartes graphiques, c'est que c'est pas comme les processeurs où vous avez tout simplement Intel et AMD. Chez les cartes graphiques, vous avez d'un côté Nvidia et d'un côté AMD. Ces deux entreprises font des GPU, c'est-à-dire les puces qui sont dans les cartes graphiques. Ils font une carte graphique standard également. Et ensuite, les constructeurs peuvent prendre une licence AMD ou Nvidia, et donc Nvidia ou AMD leur fournissent des puces GPU, et ensuite ils construisent leur carte graphique autour de cette puce. On se retrouve donc avec plein de cartes graphiques. Donc pour reconnaître une Nvidia, c'est très simple. C'est souvent marqué GeForce GTX. À partir du moment où vous avez GeForce GTX dans le nom de la carte graphique, quelle que soit la marque, c'est une Nvidia. Si vous avez Radeon R9 ou Radeon R quelque chose, c'est une AMD. Voilà comment on reconnaît. Alors, quelle est la différence entre Nvidia et AMD? Ben, je me lancerai pas dans ce débat-là parce que sinon, ça va s'éterniser et des gens ne seront pas contents, donc voilà. Donc les constructeurs de cartes graphiques, on a donc un standard Nvidia, donc Nvidia sort sa carte graphique, un standard AMD, AMD sort sa carte graphique, et ensuite vous avez les constructeurs qui reprennent ça, donc MSI, Asus, Gigabit, HIS, etc., qui reprennent ces cartes graphiques et qui peuvent les overclocker d'usine, donc c'est-à-dire, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les augmenter la puissance. Donc cette fois-ci, comme c'est overclocké d'usine, la garantie fonctionnera. Mais pas si vous l'overclockez plus que ce qu'elle est overclockée d'usine. Et donc ils mettent notamment leur propre système de refroidissement. Ça peut être du Twin Frother comme c'est le cas sur l'image actuelle qui est donc de chez MSI. Ça peut être du WindForce x3 de chez Gigabit, etc. Vous pouvez aussi trouver assez rarement des refroidissements mixtes ou dits hybrides, c'est-à-dire air cooling, water cooling. C'est le cas pour l'Asus Poseidon par exemple. Mais si vous n'avez pas de water cooling, cette carte ne vous servira à rien. Et j'ai vu aussi qu'il y avait une carte Inno 3D qui était à la fois air cooling et water cooling. Mais cette fois-ci, elle était... c'est-à-dire, c'est pas comme la Poseidon où vous branchez vos tuyaux de water cooling dessus, c'est carrément un water cooling all-in-one, c'est-à-dire que le système de water cooling est intégré en fait. Vous avez juste à poser le radiateur avec le ventilateur dessus et c'est bon. Enfin, à le brancher sur un slot d'extension de ventilateur de votre boîtier. Donc pour la carte graphique, très important de regarder les benches parce que là il y a vraiment des différences entre les cartes graphiques.
Grosso modo, AMD est moins cher que Nvidia au niveau du rapport performance-prix. Mais c'est pas tout le temps vrai, donc faites attention. C'est un standard, mais bon, ce n'est pas tout le temps vrai. Au niveau des marques de cartes graphiques, je les connais pas toutes. Je sais qu'Asus c'est bien, MSI c'est bien, Gigabit ça va. Voilà, après il y en a d'autres, HIS, etc. HIS, Inno 3D, VGA, etc., etc. Enfin, il y en a plein pour le coup, des constructeurs de cartes graphiques qui proposent tous leur système de refroidissement. Donc ça veut dire que vous avez un très large choix. Ça peut vous paraître compliqué à première vue, vu que tous les constructeurs font un peu de tous les standards Nvidia ou AMD. Mais vous allez vite vous y retrouver parce que de toute façon, on le voit dans le nom si c'est du AMD ou du Nvidia. Et de toute façon, c'est pas la même technologie en général qui est dedans. Donc vous le voyez vite. La plupart des cartes graphiques actuelles feront très largement tourner la plupart des jeux. Enfin, des cartes graphiques actuelles, je m'entends bien, des cartes graphiques gamer actuelles, feront tourner la plupart des jeux récents. Donc même les premiers prix, je pense par exemple au R9 270X ou encore à la GeForce GTX 760. Ce sont des cartes d'entrée de gamme qui feront très largement tourner vos jeux. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit pour la carte graphique. Ah oui, attention à la taille. Oui, c'est devant moi depuis tout à l'heure. Faites attention à la taille de la carte graphique. Parce que les cartes graphiques moyenne gamme et haut de gamme peuvent être très grandes. Et c'est important de noter la taille pour savoir si elles vont passer ou pas dans votre boîtier. Car oui, ça peut arriver que les cartes graphiques soient tellement grandes qu'elles ne passent pas dans le boîtier. Donc dans ce cas-là, soit vous changez de carte graphique, soit vous changez de boîtier. Bon, idéalement, le mieux c'est de changer de boîtier. C'est plus économique, disons. Mais faites attention à ça, c'est quand même important. Ce serait con que vous achetiez une carte graphique super bien et qu'elle ne rentre pas dans votre boîtier. Voilà. Et regardez aussi au niveau des slots d'extension, la plupart des cartes graphiques à l'heure actuelle demandent deux slots d'extension en ce qui concerne l'arrière du boîtier. Demande deux slots d'extension, donc assurez-vous aussi d'avoir la place à ce niveau-là. Et assurez-vous d'un bon refroidissement global de la carte graphique. Bon, ça c'est pas trop utile en ce moment parce que vous voyez c'est bien refroidi. Mais c'est quand même un plus parce que pour pas que vos cartes graphiques se transforment en grille-pain. Voilà. Bon, je vais pas m'éterniser sur la carte graphique. Je me suis un peu éternisé là parce que c'est quand même un composant très important. Si ce n'est un des plus importants du PC avec le processeur. Grosso modo, pour un PC gamer, vous devez mettre pratiquement 30 à 35% du prix dans la carte graphique. Si vous voulez. C'est vraiment un des composants qui coûte le plus cher. On va ensuite changer. Pour un composant dont j'ai pas grand chose à dire, c'est la RAM. Donc la RAM, vous allez trouver plein de sortes de RAM. Vous allez trouver... donc en ce moment on est sur de la DDR3. Très bientôt la DDR4 sortira. Puisque tous les constructeurs préparent la DDR4. Donc au niveau de la RAM, vous pouvez vérifier que la RAM a un... Ah, je m'excuse de ce petit truc. Vous pouvez vérifier que la RAM a un dissipateur thermique. C'est le truc là qu'on voit en haut de la RAM. L'espèce de petite grille là, l'espèce de petite griffe. Vous pouvez vous assurer de ça parce que c'est quand même bien que la RAM soit refroidie. Même si c'est pas un des composants qui chauffe le plus, c'est quand même sympa. Surtout si vous comptez overclocker votre RAM. Car oui, la RAM est overclockable. Mais bon, là, il faut s'assurer naturellement, encore une fois, de la bonne ventilation. Parce que l'overclocking, ça chauffe. Et ça chauffe même beaucoup. Donc, attention également à la vitesse de la RAM. Donc, la vitesse, j'entends par là la cadence. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si votre RAM est cadencée à 2000 MHz et que votre carte mère ne supporte que 1600, ça ne passera pas. Donc, les bonnes marques de RAM, bon, vous pouvez prendre du Corsair, Vengeance, celle qui est affichée justement, c'est très très bien.
Vous avez également Gskill, ou Gskill, je sais jamais comment le prononcer, qui fait aussi des très très bonnes barrettes RAM, et vous avez aussi Kingston avec la fameuse HyperX qu'on retrouve dans plein de PC aujourd'hui. Donc ces trois marques là, si vous prenez ça, vous êtes sûr que c'est du bon, ça durera, aucun problème. Après il y a plein d'autres marques, et ce sera à vous de faire votre choix concrètement. De toute façon, en ce qui concerne la taille de la RAM, aujourd'hui 8 Go c'est le standard gamer. Et les jeux ne demandent pas plus de 8 Go en général, donc 8 Go c'est même pas suffisant, c'est ce qu'il faut quoi. Ça sert à rien d'avoir plus, ce serait de l'excès, et en avoir moins ce serait pas assez. Donc 8 Go de RAM c'est l'idéal, c'est ce qui est recommandé, c'est l'idéal. Voilà, 8 Go c'est très bien. Je parle sur un PC gamer moyen, enfin je dis classique quoi. On va ensuite parler du disque dur. Donc pas grand chose à dire sur le disque dur, sur les disques durs normaux. Donc renseignez-vous pour savoir s'il n'y a pas eu de problème avec votre disque dur. Donc un disque dur en général ça fait 1 Tera, puisque la plupart des disques durs aujourd'hui qui se vendent sont des 1 Tera. Donc 1 Teraoctet de stockage. Donc les bonnes marques, c'est encore une fois, si vous prenez du Seagate c'est bon, du Western Digital c'est bon. Donc au niveau des disques durs classiques, bon il n'y a pas grand chose à dire. En revanche au niveau des SSD, là on peut avoir, là il y a des choses à dire. Parce que le SSD, donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un SSD, c'est un disque dur à base de mémoire flash. C'est-à-dire qu'en fait c'est un disque dur qui va avoir une vitesse de lecture et d'écriture beaucoup plus rapide qu'un disque dur classique. Mais ça a des désavantages. Tout d'abord, un SSD ça coûte quand même relativement cher. Et deuxièmement, ça a une durée de vie assez limitée, en général autour de 5 ans. Tout simplement parce que en fait c'est fait avec une technologie qui stocke l'information en faisant bouger des électrons. Et donc au bout d'un moment les électrons peuvent plus bouger, c'est une question de vieillesse. Donc du coup ça vieillit. Ça vieillit mal. Donc durée de vie assez courte, tarif cher. Ce sont les deux défauts du SSD. Les gros avantages, c'est que comme ça a une vitesse de lecture plus rapide, vous démarrerez votre ordinateur en un rien de temps. Franchement, vous avez Windows qui démarre en 1,5 secondes, c'est sympa. Vous serez toujours le premier, si vous installez vos jeux sur le SSD, vous serez toujours le premier à arriver sur les maps, parce que les maps se chargeront en un temps record. Et au niveau de tout ça, vos jeux auront peut-être moins de lag, légèrement moins de lag, et tout s'enchaînera plus vite en fait, si vous mettez un SSD. Alors l'inconvénient autre que la durée de vie et le prix du SSD, c'est qu'il y a un peu de tout et de rien avec le SSD. C'est-à-dire qu'il y a plein de marques, il y a pas mal de marques, et il y en a pas mal qui font de la merde. Donc, concrètement, les plus performants, ce sont les Intel. En revanche, ce sont ceux qui ont la plus faible durée de vie. Les plus longs, ceux qui durent le plus longtemps, c'est les SSD qui sont sortis au tout début. C'était les tout premiers SSD qui ont la durée de vie la plus longue, parce que c'était des très gros SSD. Et du coup, ils ont une très longue durée de vie. Et les disques durs qui ont le meilleur rapport prix, qualité, longévité, performance, ce sont les Samsung. Les Samsung, concrètement, c'est ceux qui se vendent le mieux aujourd'hui. En ce qui concerne l'espace, vous pouvez prendre un 128 ou un 256 Go. Alors pourquoi plus un 256 qu'un 128? Parce que le 256 vous durera tout simplement plus longtemps que le 128. Sachez que 60 Go vous pouvez, mais personnellement je trouve que c'est un peu faible. 60 Go, sachant que moi j'ai un disque dur de 1 Tera qui est pratiquement plein, et un disque dur externe de 500 Go dans lequel j'ai 300 Go. Donc à ce niveau là, 60 Go ça fait peut-être juste pour un SSD. Après, au-dessus de 256 Go, faut vraiment en avoir l'utilité. Si vous prenez du 500, du 750 ou même du 1 Tera, bon sachant qu'il n'y a qu'un seul disque dur 1 Tera en SSD, mais bon 1 Tera clairement, bon je pense que ça sert à rien, tout le monde est d'accord là-dessus. Je pense que l'idéal c'est 128 ou 256 Go, voilà.
Donc les disques durs sont très souvent au format 3,5 pouces ou 2,5 pouces. Là encore, il y a des benches, vous pouvez aller voir les benches pour savoir quel disque dur est le meilleur. Il y a des très beaux tests. Renseignez-vous aussi sur les forums s'il y en a, si vous comptez prendre une marque peu connue ou même une marque connue, pour savoir si le disque dur est bien ou pas, ou si le SSD est bien ou pas. Et voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait dire sur le disque dur. Donc ensuite, on va passer au ventirad, c'est très important, parce que c'est tout simplement ce qui va refroidir votre processeur. Donc c'est très important que votre processeur soit très bien refroidi, parce que mieux il sera refroidi, plus votre performance en jeu seront bonnes. Également, si vous voulez faire de l'overclocking, inutile de dire qu'il vous faudra un bon ventirad. Celui qui est affiché à l'écran ne suffira pas, par exemple. Bon, pour ce, c'est un Cooler Master qui est très bien pour les processeurs normaux. Mais si vous voulez faire de l'overclocking, ça ne suffit pas. Il faut prendre quelque chose de plus conséquent. Donc au niveau des ventirades, vous avez donc le choix entre de l'air cooling ou du water cooling. Donc du water cooling, on parlera plus de ventirade. On parlera plutôt de AIO, donc water cooling AIO all-in-one, ou de water cooling custom avec water block, etc. Donc, j'ai l'impression que je vais parler en chinois, que je viens de parler en chinois là, mais bon, bref. Sinon, donc, ce qui est important, c'est que le ventirad, concrètement, aujourd'hui, l'air cooling est beaucoup plus performant qu'avant. Et donc, le water cooling ne se justifie plus forcément. Parce que maintenant, vous avez des ventirades Noctua en dual tower, par exemple. Ça me vient à l'esprit. Donc Noctua, qui est une marque de ventirad. Vous avez des ventirades vous avez des ventirades Noctua en dual tower qui sont aujourd'hui capables de supporter un processeur overclocké. Et qui le font le refroidir. Et qui le font bien refroidir. Donc c'est des ventilateurs dual tower, donc avec une tower en push and pull et l'autre en refroidissement classique. Donc le push and pull, tiens, parlons-en. Le push and pull, c'est simplement quand vous avez deux ventilateurs sur votre radiateur. Le radiateur, c'est le grand truc avec toutes les lamelles là, que vous voyez sur le côté. Le ventilateur, bon, vous reconnaissez bien le ventilateur. Sur les dual tower, en fait, vous avez deux radiateurs comme ça qui sont en fait l'un à côté de l'autre. Enfin, l'un en face de l'autre plutôt. Et vous avez généralement deux ventilateurs. Donc deux ventilateurs en push and pull, tout simplement, il y en a un qui souffle, qui aspire l'air dans votre boîtier, qui le souffle à l'intérieur du radiateur, et l'autre qui va aspirer l'air à l'intérieur du radiateur et le ressouffler dans votre boîtier. Donc ces deux ventilateurs, ça s'appelle du push and pull, c'est extrêmement performant. Et ça peut valoir le coup de faire du push and pull. Au niveau du ventirad, renseignez-vous aussi sur le nombre de décibels que fait le ventilateur ou que font les ventilateurs. Ça peut être intéressant si vous voulez un PC silencieux. Bon, soyons clairs, le silence c'est appréciable, mais c'est optionnel. C'est-à-dire que c'est du gadget dans un PC gamer, c'est du gadget le silence. Moi j'estime que c'est du gadget le silence dans un PC gamer. Après il y en a pour qui ça va être super important. Donc regardez bien ça. Regardez un peu aussi les RPM, ça peut vous servir plus tard, donc les tours par minute en fait. Donc le water cooling, qu'est-ce que c'est? Alors le water cooling, c'est tout simplement le fait de passer par un système à refroidissement liquide. L'avantage du water cooling, c'est que dans la plupart des cas, il refroidira mieux votre processeur que de l'air cooling. Le désavantage, c'est que c'est beaucoup plus cher. Alors, dans le cas d'un AIO, vous serez à 20 euros, 20-30 euros de plus. Donc un AIO, donc un water cooling, c'est un AIO. C'est un kit water cooling all-in-one, donc tout en un. Vous avez juste à le brancher sur le processeur et à visser le radiateur sur votre boîtier. Donc tout est... Ensuite vous le branchez à votre alimentation, ça marche, c'est parfait. Donc vous n'avez rien à faire en fait, c'est juste à brancher, visser, etc. C'est un AIO, pour cela vous devrez dépenser entre 20 et 50 euros en plus par rapport à un ventirad en air cooling. Donc l'avantage de l'AIO, c'est que c'est du water cooling, donc ça prend moins de place dans votre boîtier. Le désavantage, c'est que comme c'est un AIO, bah, vous aurez peut-être un gain de quelques degrés,
Mais comparativement à l'air cooling, vous serez presque pareil sur un AIO. Après, ça peut valoir le coup au niveau encombrement, car la plupart des ventirades actuels sont relativement grands, surtout les dual tower, vous imaginez la place que ça prend. Si vous avez un petit boîtier en moyen tour, ça peut valoir le coup de passer sur du water cooling AIO juste pour la question de l'encombrement. Mais si maintenant la plupart des ventirades air cooling rentrent dans les boîtiers, donc dans la plupart des boîtiers maintenant s'adaptent et ça passe. Bon, bien sûr ça fera un gros truc au milieu de votre config, mais bon, c'est pas cher, ça refroidit bien, donc c'est bien. Après vous avez un deuxième type de water cooling qui est ce qui s'appelle le water cooling custom. Le water cooling custom, c'est en fait un water cooling réalisé complètement par vous et que vous faites à base de pièces de water cooling. Donc il y a des pièces spécifiques pour le water cooling, vous avez des pompes, vous avez des tuyaux, vous avez des réservoirs, des water blocks. Donc les water blocks, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la pièce qui va venir refroidir votre processeur. C'est la pièce, en fait, sur water block, ça fait une sorte de petit carré. Et dessus, vous avez une arrivée d'eau et un départ d'eau. Enfin, c'est pas vraiment de l'eau, c'est du liquide de refroidissement. Et vous vissez ça sur votre processeur et ça va refroidir. Donc le désavantage du water cooling, c'est que c'est juste hors de prix. Concrètement, juste pour tuyaux, radiateurs, pompes, réservoirs, enfin le minimum, vraiment le minimum, il faudra compter 300 euros. Alors que pour un ventirad en air cooling, on est plus sur 30 euros. Donc c'est juste 10 fois plus. Donc concrètement, c'est 10 fois plus cher. Voilà. L'avantage du water cooling, c'est que pour le coup, ça refroidit vraiment, vraiment beaucoup mieux qu'un ventirad en air cooling. Et donc, vous allez pouvoir overclocker votre processeur un peu plus loin. Mais le défaut, c'est que c'est cher. Mais en plus d'être cher, ça peut être compliqué à monter parce qu'il y a des choses qu'il faut faire. Il y a pas mal d'étapes dans l'installation d'un water cooling et pour le coup, c'est compliqué. Disons-le, c'est assez compliqué. En général, il est rare de réussir le montage d'un water cooling du premier coup. Il y a toujours un truc qui merde. Donc bref, voilà. Donc, pour la plupart des configs, ce sera un ventirad en air cooling, tout simplement. Aujourd'hui, les ventirad air cooling sont très très performants, sont très bien. Il n'y a rien à redire dessus. Voilà. Donc vous pouvez également regarder les benches. Donc il y a des benches avec les ventirad. Vous pouvez regarder les benches et comparer, comme je vous ai dit. Pareil avec la carte graphique, avec le processeur, etc. Renseignez-vous aussi sur la taille. Parce que si vous avez un boîtier relativement petit, peut-être que ça ne passera pas. Parce que les ventirad, sur les photos, ils n'ont pas l'air, mais je vous assure qu'ils sont vraiment très grands. Donc, regardez bien au niveau de la taille. Également, au niveau du ventirad, ne prenez pas celui qui est fourni avec votre processeur. Parce que s'il convient au config non gamer, c'est-à-dire multimédia et bureautique, il ne conviendra pas au config gamer, tout simplement parce que il refroidira mal le processeur pour l'utilisation que l'on en fait. Donc oubliez ce ventilateur là, revendez-le, je sais pas, mettez-le dans un coin, amusez-vous avec la turbine, faites ce que vous voulez, mais commandez un autre ventirad ou passez sur du water cooling si vous avez les moyens et le temps, et voilà. Donc on va passer au prochain composant qui est l'alimentation. C'est important. L'alimentation, c'est ce qui va alimenter votre PC. Vous ne vous en seriez pas douté. Donc, l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut regarder sur l'alimentation? Eh bien, il faut regarder le nombre de watts. Vous saviez le nombre de watts que je vous avais dit de faire attention à chaque composant. Eh bien, ce nombre de watts, vous faites le total de nombre de watts nécessaires. Et vous pouvez rajouter 50 à 100 watts en plus. Et ensuite, vous avez la lime qu'il vous faut. Pourquoi 50 à 100 watts en plus? Tout simplement parce que, comme ça, si vous souhaitez rajouter des composants, vous n'aurez pas forcément besoin de changer l'alimentation. Et surtout, si vous souhaitez faire
de l'overclocking, ça sera utile. C'est-à-dire que l'overclocking, si vous faites de l'overclocking en augmentant les tensions, ça va tirer un peu plus sur l'alimentation. Il est important d'avoir une alimentation qui suit. Donc vous avez plusieurs types d'alimentation. Vous avez les alimentations classiques, les alimentations semi-modulaires et les alimentations modulaires. Alors qu'est-ce que c'est que ce charabia? Tout simplement, l'alimentation classique, c'est une alimentation où les câbles sont soudés à l'alimentation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas détacher les câbles. Vous avez en gros une liasse de câbles qui sort de votre alimentation comme ça. Et vous avez juste à les brancher sur vos composants. Les semi-modulaires, vous avez une liasse de câbles qui sort comme ça de votre alimentation, donc qui est soudée. En général, le 24 pin carte mère, le 4-8 pin CPU sont les deux qui sont soudés. Et le reste, c'est modulaire, ça veut dire que c'est des câbles à brancher sur l'alimentation. Donc ces câbles peuvent être ou non gainés. Donc c'est important parce que c'est quand même mieux d'avoir des câbles gainés, c'est une question de style. Tout simplement, ça fera plus beau dans votre boîtier. Donc après, moi ce que je trouve encore mieux, c'est les câbles noirs. Tout simplement, sans gaine, juste des câbles noirs, je trouve que c'est encore mieux que de mettre une gaine. Bon après, chacun son avis. Et ensuite vous avez les alimentations modulaires, donc c'est-à-dire que ce sont uniquement des câbles à brancher sur votre alimentation. Autre point à regarder sur l'alimentation, c'est le nombre de décibels du ventilateur. C'est très important parce que les alimentations ont tendance à faire pas mal de bruit. Et c'est important de regarder si l'alimentation est silencieuse ou non. Et vous pouvez regarder les normes, ce que j'appelle les normes, c'est-à-dire tout simplement, parce qu'en fait sur les alimentations vous avez des certifications en fonction du rendement de celle-ci. Vous avez le 80+, vous avez le 80+ bronze, le 80+ silver, le 80+ gold, le 80+ platinum. Donc le platinum, c'est le meilleur rendement. Concrètement, ça sert à rien d'aller sur du platinum parce que ça coûte cher et et pour le coup, ça sert à rien. L'idéal, c'est du 80+ bronze. C'est ce qui se trouve le plus, en 80+ aussi. Et vous avez également de très bonnes alimes qui n'ont pas de certification, tout simplement. Mais qui se rapprochent du 80+ bronze, mais ils ont des choses qui font qu'ils ne peuvent pas avoir cette certification. Faites gaffe également à la taille. Bon, la taille, c'est devenu un standard, mais sachez qu'une alimentation 450 watts sera plus petite qu'une alimentation 1500 watts, par exemple. Donc 1500 watts, il est rare que vous ayez besoin de 1500 watts. Hein. Vous démarrez votre voiture avec 1500 watts. Hein. Donc en général, la plupart des configs, ça planche autour de, je dirais, entre 500 et 700 watts. Voilà. Entre 500 et 700 watts sont la plupart des configs. Après, 800 watts, 850 watts, 900 watts, c'est pour ceux qui font du SLI, du tri-SLI, ou du Crossfire, du tri-Crossfire. Donc ceux qui ont plusieurs cartes graphiques. Et au-dessus, c'est pour ceux qui ont vraiment des très très grosses configs avec des processeurs extrêmes, au moins 3-4 cartes graphiques, vraiment des configs de malades qui auront besoin de plus que ça. Sachez également qu'il faudra que vous prévoyez des watts pour le water cooling si vous souhaitez faire un water cooling. Et il est très important de se renseigner donc sur tous les composants et l'alimentation particulièrement parce que l'alimentation est un composant qui a tendance à chauffer et à griller relativement vite. Donc c'est très important de se renseigner sur l'alimentation que vous souhaitez prendre. Déjà, il y a certaines marques qu'il vaut mieux éviter et d'autres qu'il vaut mieux privilégier. Et ça c'est vraiment vrai dans les alimentations. L'idéal, c'est de privilégier Seasonic. Seasonic, c'est reconnu et recommandé sur tous les sites, sur tous les forums. Si vous prenez du Seasonic, vous serez tranquille. Le désavantage du Seasonic, c'est que, comme c'est le meilleur, c'est le plus cher. C'est la même chose avec Asus et les cartes mères. C'est le meilleur, donc c'est le plus cher. Voilà. Ensuite, les alimentations LDLC sont pas mal. Vous pouvez prendre aussi du Corsair CX. C'est assez reconnu aussi, du Corsair CX. Vous pouvez prendre du Antec, c'est assez reconnu aussi. Antec, voilà. Ensuite, vous avez d'autres marques, Enermax, Lepa, etc. Bon, faut voir ce que c'est, grosso modo.
En tech c'est pas mal. Corsair CX c'est recommandé. Seasonic c'est recommandé. LDLC c'est pas mal. Alors LDLC c'est trouvable uniquement sur le site de LDLC. Donc vous serez obligé de passer par le site LDLC. Bon, c'est pas grand chose. Sachant que les alimentations LDLC présentent un très bon rapport watt-prix. Watt-prix. C'est-à-dire que le prix du watt est excellent sur les alimentations LDLC. Il est beaucoup plus cher sur les Seasonic, vous imaginez bien. Ce que j'aime bien chez Seasonic, c'est qu'il y a des petites attentions. Par exemple, les câbles sont noirs la plupart du temps. Ou alors sont gainés. Bon, gainés, moi j'ai du mal à... Je préfère vraiment les câbles noirs. Parce que le gainage parfois est transparent. Donc quand le gainage des câbles est transparent, alors là, utilité moins 8000, mais complètement. Franchement, ça sert à quoi de mettre une gaine si elle est transparente? Non mais vraiment, je me suis vraiment posé la question. Réellement, quel est l'intérêt? Si ce n'est juste pour dire câble gainé, ça fait toujours mieux. Sinon, vous avez des gaines qui sont belles parfois. Mais sinon, vous voyez par exemple le gainage qui est sur l'alimentation de ma photo, il est vraiment pas terrible. Il est, enfin pas terrible dans le sens où, non, il est bien réalisé, mais la gaine est vraiment moche. C'est vraiment moche. Bon, c'est toujours mieux que de mettre les câbles colorés comme ça dans le boîtier, hein, qu'on se mette d'accord, mais c'est moche. Moi, j'aime pas. Voilà. Et donc, on va passer au dernier composant, et je vois que ça fait déjà 41 minutes que je suis en train de parler. Énorme. Donc, le dernier composant, le boîtier. Le boîtier, c'est là où vous allez ranger tout votre bazar. Donc, tout votre bazar, c'est là où vous allez ranger toute votre config. Donc, il est important de se renseigner sur le boîtier. Parce que, pour le coup, vous avez des vraies différences entre les boîtiers. Déjà, rien qu'au niveau design. Moi, je trouve ça important que le boîtier soit beau. Après, il y en a qui s'en foutent, enfin, qui parlent uniquement en performance pure. Mais bon, moi je trouve ça relativement bien, d'avoir un beau boîtier, c'est toujours gratifiant. Mais beau ne veut pas dire performant. Alors qu'est-ce qu'il faut regarder au niveau des performances d'un boîtier? Il faut regarder le nombre de ventilateurs que vous pouvez mettre, ou le nombre de ventilateurs fournis, c'est aussi important. Et également la circulation du flux d'air dans le boîtier. Parce qu'il y a certains boîtiers où la circulation du flux d'air est vraiment un casse-tête. Et il y a certains boîtiers qui ont une circulation de flux d'air absolument déplorable. Quand vous avez un flux d'air qui va du haut vers le bas par exemple, bon voilà, clairement c'est un mauvais flux d'air. L'idéal c'est soit de l'avant vers l'arrière, ou soit du bas vers le haut, au niveau des flux d'air. Donc c'est important parce que c'est le flux d'air qui va refroidir votre RAM, votre carte mère, enfin vos disques durs, la plupart de vos composants en fait. Donc voilà, important de regarder le flux d'air dans votre boîtier. Vous pouvez regarder le nombre de ventilateurs fournis, c'est important, parce que certains boîtiers sont vendus sans ventilateur. Donc dans ce cas, il faudra racheter des ventilateurs par vous-même. Vous pouvez compter environ 10 € pour un ventilateur de qualité avec des LED, parce que c'est toujours plus stylé avec des LED. Donc c'est important de prendre ça en compte dans le prix. Les boîtiers peuvent également différencier en ce qui concerne la connectique. Certains auront 4 ports USB 3.0, d'autres seulement 2 ports USB 2.0, etc. Et vous pouvez également regarder si le boîtier a une vitre ou pas sur le côté. Donc ça peut être un critère, si jamais vous voulez qu'on puisse voir votre configuration à travers une vitre. Ou si vous souhaitez faire du water cooling, ça peut être très intéressant. Au niveau du water cooling, vous devez également regarder la compatibilité du boîtier avec le water cooling. Est-ce que vous avez des emplacements pour mettre un radiateur de 210 mm 210 mm, qu'est-ce que je dis, enfin, c'est ça, je sais plus. Enfin, non, c'est 240. Pour mettre un radiateur de 240 mm, etc., etc. C'est très important de regarder ça. Et de regarder où se situent les fameux emplacements. Parce que si l'emplacement en question se trouve dans le bas du boîtier, c'est pas terrible. Enfin, vaut mieux qu'il soit sur la façade, sur l'arrière ou sur le dessus. Ce que vous pouvez regarder également, c'est le format du boîtier. Donc vous avez le petit tour, le moyen tour, le grand tour. Donc le moyen tour, c'est le format standard.
C'est la plupart des PC sont en moyen tour. Le grand tour, c'est vraiment grand. C'est pour ceux qui ont besoin de place et d'espace, ceux qui font du water cooling par exemple. Ça peut être intéressant de passer sur du grand tour, tout simplement pour avoir la place de mettre la pompe, tout ça. Pour les configs sans water cooling, ça peut être intéressant de passer sur du grand tour pour mettre plusieurs cartes graphiques. Ou simplement juste pour avoir de la place. Au choix. Donc vous avez... sachez que les boîtiers grand tour, comme ils sont plus grands, vous coûteront plus cher. Naturellement. Et au niveau du boîtier, il faut que vous regardiez la compatibilité avec la carte mère. Parce que si votre carte mère est au format XL ATX et que vous prenez un boîtier qui supporte que maximum du ATX, votre carte mère ne rentrera pas dans le boîtier. Donc le format standard des cartes mères aujourd'hui, c'est du ATX. Et il passe dans tous les boîtiers ou presque. Donc si vous prenez du moyen tour en général, le format ATX passera. Si vous prenez du grand tour, là ça passera sans problème. Le grand tour, c'est généralement le seul compatible avec le XL ATX ou le iATX, sachant qu'on trouve quand même des boîtiers moyen tour compatibles iATX, mais en général ils sont assez grands pour du moyen tour. Et sinon vous avez le mini, le plus petit, c'est ce qu'on appelle le mini ITX. C'est vraiment le plus petit, la plus petite taille de carte mère, c'est du mini ITX. Et ça ne concerne pas les configurations gamer, puisque c'est essentiellement destiné à la bureautique, au serveur, etc. Donc en ce qui concerne le boîtier, vous pouvez faire attention à la taille, pour savoir si votre boîtier rentrera ou pas dans votre bureau, ou si vous serez contraint de le poser à côté de votre bureau, comme c'est le cas par exemple chez un ami à moi. Donc assurez-vous la bonne ventilation, ça je l'ai déjà dit. Et renseignez-vous donc pour savoir si le boîtier est un bon boîtier ou pas, dans le sens également finition, parce que si le boîtier est tout en plastique, il est clair que la finition est très mauvaise. La plupart des boîtiers ont un corps aluminium et ont quelques habillages plastiques du style la façade, le dessus, et en général l'arrière est en aluminium et les portes sont en aluminium. Dans la plupart des boîtiers c'est comme ça. Après il y en a certains qui sont tout aluminium, il y en a d'autres qui sont tout plastique, donc il faut faire attention à ça, c'est important. Donc voilà, je pense que là j'ai tout dit sur le boîtier. Vous pouvez également vous assurer d'avoir assez de baies d'extension si vous souhaitez mettre, je pense notamment sur du moyen tour, si vous souhaitez mettre plusieurs lecteurs graveurs de DVD avec un Rhéobus, etc. Assurez-vous d'avoir assez de baies pour faire ce que vous voulez et d'avoir assez de baies à disque dur pour faire ce que vous voulez. Ça me paraît important. Enfin, c'est même très important que vous ayez assez. Enfin bon, en général, les baies à disque dur, on en a trop. Et les baies aussi, les baies de devant, on en a trop aussi. Donc voilà, c'est bien. Assurez-vous donc que votre carte graphique rentrera dans votre boîtier. C'est important, ne vous faites pas avoir au dernier moment par une carte graphique trop grande qui ne passe pas dans votre boîtier, ce serait vraiment le seum. Surtout si vous prenez un bon boîtier qui est quand même assez cher. Voilà, ce serait de votre faute, ce serait un peu con quoi. Et donc, on va finir sur les autres composants. Donc, qu'est-ce que j'appelle les autres composants? C'est bon, le graveur de lecteur de DVD, bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Vous prenez le plus simple, le plus basique, ou l'extrême Blu-ray son Dolby, franchement, il n'y a pas trop de différence. Il n'y a rien à dire là-dessus. Sur le water cooling notamment, pourquoi? Parce que le water cooling, ce n'est pas obligatoire. L'air cooling, c'est ce qui est le plus répandu, hein. Je pense que très largement 95% des PC sont sur de l'air cooling. Le water cooling, donc vous voyez une image, l'image qui est à côté, c'est une image d'un PC en water cooling. Donc vous voyez, pour que vous voyez à peu près à quoi ça ressemble, donc en refroidissement liquide. Donc vous voyez à peu près la place que ça prend. Donc ça prend quand même pas mal de place. Là il est sur un boîtier moyen tour. Donc vous voyez que le réservoir, il a été obligé de le mettre à l'arrière parce qu'il n'avait pas la place de le mettre à l'intérieur. Donc ça coûte extrêmement cher, 300 € minimum juste pour refroidir le CPU, donc le processeur. Après si vous voulez tout refroidir, CPU, carte mère, RAM,
Carte graphique, là, je crois que vous pouvez plancher sur un bon 600 euros. Et encore, si vous voulez avoir ce qu'il faut. Sachant que water cooling, c'est compliqué à installer. Parce que il faut installer pas mal. Il y a vraiment pas mal de pièces. Pour le coup, vous avez des raccords, des tuyaux, des backplates. Enfin, bon, les backplates, c'est pas tellement partie du truc, mais vous avez pas mal de pièces. Vous avez pas mal de différences de performance entre les pièces. Vous avez plusieurs standards de tuyaux. Je veux dire par là, grosseur de tuyaux. Donc si ne vous faites pas avoir avec votre water cooling si vous prenez des tuyaux trop gros par rapport à l'entrée de votre pompe, de votre réservoir, tout ça. Bon, le water cooling de toute façon, je pense que ça concernera que très peu de gens. Mais c'est important de savoir que ça existe. Mais ça concernera que très peu de gens parce que c'est cher. Et si vous voulez pas faire de l'overclocking extrême, ça ne sert à rien. Vraiment, ça sert à rien. À part à faire styler dans votre PC pour le coup. Mais bon, voilà. Bon. Et bien sur ce, j'espère vous avoir éclairé dans votre recherche de composants. Donc n'oubliez pas de regarder les benchmarks. C'est très important. Comparer à chaque fois. Est-ce que la carte graphique qui est au-dessus de la mienne dans les benchmarks, est-ce qu'elle est moins chère ou plus chère que la mienne, etc. Est-ce qu'elle est de meilleure qualité, etc. etc. N'oubliez pas de tout vérifier, le socket, la consommation. N'oubliez pas de vérifier que la RAM est compatible avec votre carte mère en ce qui concerne les fréquences. N'oubliez pas de regarder que votre carte mère rentrera dans votre boîtier, que votre carte graphique rentrera dans votre boîtier, que votre alimentation ne fait pas trop de bruit. Voilà, c'est les choses qu'il faut regarder. Et renseignez-vous à la fin, lorsque vous avez fini de choisir vos composants. Ce que je vous conseille, si vous êtes novice, c'est d'aller sur un forum Ardoire, de dénoncer votre config, celle que vous comptez acheter, et de demander si c'est bien ou pas. Alors sachant que quelqu'un aura toujours quelque chose à redire. C'est obligé, parce que personne n'a les mêmes goûts. Mais concrètement, c'est sympa de faire ça si vous êtes novice. J'espère avoir été le plus clair possible, de ne pas avoir trop bafouillé, que le micro n'a pas trop grésillé. J'espère que ça vous aura éclairé. Vraiment, mon but c'était de vous éclairer dans cette recherche de composants. Et de vous expliquer tout ce qu'il fallait regarder, le socket, etc. Ça me paraissait important aussi. Donc également de savoir qu'il existe du water cooling et pas uniquement de l'air cooling. Très peu de gens en parlent, mais c'est important de savoir que ça existe. Vous pouvez également vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous avez aimé. Laissez un pouce vert si vous avez aimé. Vous pouvez laisser un pouce rouge si vous n'avez pas aimé, si vous avez trouvé que j'ai trop bafouillé, que mon guide était incomplet. Mais dans ce cas, je vous demanderai simplement de mettre un commentaire et de me dire ce qui n'allait pas afin que je puisse m'améliorer. De me dire qu'est-ce que j'aurais pu oublier et qu'est-ce que j'aurais pu oublier, qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié. Et voilà. Donc je parlais pour ceux qui souhaiteraient avoir des idées de bonnes configs pour un ordre de prix, par exemple config 700 euros, config 600 euros. Je vous invite à aller voir les vidéos de la chaîne Ardoire Software qui fait des configs dont il n'y a pas grand chose à redire en général. Puisque de toute façon, moi j'ai toujours quelque chose à dire, mais en général c'est des très bonnes configs qui offrent un excellent rapport performance-prix. Car moi je peux pas me faire ces vidéos là, j'ai pas le temps. J'ai les news qui me prennent un temps énorme, vous imaginez même pas le temps qu'il faut pour les news. Donc voilà, donc c'était la vidéo que je vous avais promis. Donc sur ce, salut à tous et j'espère pour vous que vous trouverez les meilleurs composants possibles. Allez, salut!